De ceux qui ont souvent connu l'heure de gloire médiatique. Irène Frachon, par exemple, tout le monde la connaît maintenant, cette pneumologue a levé le scandale du Mediator. Le professeur Seralini, qui lui a dénoncé tout à fait récemment le danger des OGM, tout en étant depuis d'ailleurs fortement contesté pour sa méthode par d'autres scientifiques. Les lanceurs d'alerte, c'est ainsi qu'on les appelle, doivent-ils bénéficier d'une reconnaissance officielle? Eh bien, c'est l'objet de la proposition de loi aujourd'hui du groupe écologiste au Sénat qui n'a pas été suivie en commission. Cécile Sixou. Elle a été intimidée, pourtant Irène Frachon a eu le courage de parler des dangers du Mediator. Comme elle, ceux que l'on appelle les lanceurs d'alerte dénoncent les risques sanitaires liés à l'activité de leur entreprise, souvent à l'encontre de leurs propres intérêts. Ça peut être des procès en diffamation, c'était le cas par exemple de Pierre Menetton sur le sel. Ou des licenciements, ou des mises au placard, c'est très divers et c'est pernicieux. Protéger ces donneurs d'alerte, c'est bien l'objectif du projet de loi présenté par les sénateurs écologistes. Si jamais un donneur d'alerte, salarié, chercheur, etc., était pénalisé par sa hiérarchie parce qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, alors il pourrait avoir recours à notre instance spécifique, la haute autorité, pour être en quelque sorte protégé. Concrètement, le projet prévoit de créer dans chaque entreprise de plus de 11 salariés une cellule d'alerte vers laquelle ils pourront se tourner de manière anonyme s'ils estiment que l'activité de leur entreprise présente un danger pour l'environnement. Ensuite, à charge pour la cellule d'alerte d'aller communiquer cette alerte auprès de la haute autorité qui, elle, va diligenter les agences, les experts, tout ce qu'il faut pour étudier la recevabilité, enfin la réalité de l'alerte. La haute autorité pourra ensuite demander de nouvelles expertises, une proposition qui suscite déjà des réticences. Si cette autorité est créée, elle viendrait s'ajouter au millefeuille des agences déjà existantes. Moi, je ne crois pas qu'il faille créer un machin de plus, une agence de plus, qui servira à peu près à rien. Il y a 40 personnes qui sont annoncées, plus la création de cellules dans chaque entreprise de plus de 11 salariés. On croit quand même rêver. Le texte sera examiné en séance le 15 octobre prochain. Il y a à faire évoluer. Voilà, et avec nous Ronan Dantec, donc bonsoir, sénateur vert de Loire-Atlantique. Alors ces lanceurs d'alerte sont souvent solitaires au départ. Quels sont ceux, par exemple, vous, qui ont pu vous inspirer? Prenons les prothèses mammaires PIP. Il y a des gens dans l'entreprise qui savaient. Ils n'avaient pas de statut de protection, ils n'ont pas lancé l'alerte. Voilà très clairement un exemple précis de la nécessité aujourd'hui d'avoir un statut de lanceur d'alerte, notamment dans les entreprises. C'est le sens de la proposition de loi. Pour les protéger de qui et de quoi? De les protéger des intimidations, de les protéger du fait qu'une fois qu'ils ont lancé l'alerte, évidemment, leur carrière dans l'entreprise est pour le moins plus difficile, compromise. Comme les délégués syndicaux, il s'agit pas de réinventer la poudre dans cette proposition de loi qui est extrêmement simple. Il s'agit généralement d'élargir ce qui existe, mais qui n'a pas été élargi à l'ensemble du champ de la santé et de l'environnement. On s'appuie par exemple sur le statut de lanceur d'alerte qui existe aujourd'hui pour le médicament, qui est une conséquence évidemment du scandale du Mediator et de la loi qui a suivi, qui prévoit très clairement un statut de lanceur d'alerte, mais que pour le médicament. Donc aujourd'hui, notre proposition, pour les salariés dans ces entreprises, aujourd'hui, il s'agit simplement d'élargir le champ à partir d'une loi déjà travaillée. Mais vous leur donnez le bon Dieu sans confession à ces lanceurs d'alerte? Non, absolument pas. Et la création d'une haute autorité, c'est aussi la possibilité de créer dans ce pays une chaîne de confidentialité qui n'existe pas. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte, il n'a qu'une solution, ce sont les médias. Oui. Si ça marche, si les médias prennent, on peut faire éclater effectivement un scandale et mettre la question sur la place publique, mais sinon, ça n'existe pas. La confidentialité protégerait aussi les entreprises. Il s'agit d'une loi équilibrée qui permet de pacifier la question du risque et de l'alerte dans notre société, à la fois protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi de protéger les entreprises. Là, vous me faites penser, bien sûr, à une affaire toute récente où le tam-tam médiatique a joué à plein. C'est l'alerte lancée par le lanceur, le professeur Seralini, avec ses souris boursouflées par les tumeurs après une alimentation aux OGM. Mais on s'aperçoit que ces travaux scientifiques ont été contestés très vite par d'autres experts également. Alors, est-ce que vous voulez aussi protéger certains scientifiques contre eux-mêmes? Moi, je crois qu'on a aujourd'hui des agences en France. Oui, il existe beaucoup d'agences. Comme l'ANSES. En Europe. L'ANSES, par exemple, qui dit sur le bisphénol, il faut le retirer sans tarder. Sans tarder, c'est notre agence nationale de sécurité qui le dit. Et je suis désolé des 6 mois de retard qui vont impacter la santé de nourrissons. Puisque le texte a été voté aujourd'hui, ce qui a été décidé cet après-midi dans l'hémicycle. Il y a un retard il ne s'agit pas sur l'interdiction totale. Pour nous de remettre en cause le travail des agences qui travaillent bien. Il s'agit simplement d'avoir une structure légère qui, en garantissant finalement
et en validant ce travail des agences, s'il y a un recours, permettent un débat apaisé dans la société à partir de l'expertise des agences. C'est plus avec des moyens très limités et à moyens constants pour l'État, parce qu'il s'agit aussi de regrouper des choses qui existent encore dans certains ministères, de finalement donner plus de poids aux avis des agences sanitaires que nous avons créées pour que les pouvoirs publics derrière prennent les décisions. Parce que finalement, ce qui est en train de se jouer cet après-midi, encore à l'instant où on parle sur le bisphénol, est quelque chose de relativement aberrant. Alors, il faut s'y arrêter. Donc effectivement, contre l'avis du gouvernement, l'interdiction a été repoussée dans le temps. Les industriels apparemment n'auraient pas eu le temps de se préparer. Moi je crois qu'aujourd'hui, c'est l'État qui, face à un risque, doit proposer la loi. Oui, mais on ne va pas faire des initiatives parlementaires sur tous les risques. Oui. Là, c'est un cas très particulier d'une proposition qui correspondait à un moment où le gouvernement n'avait pas ouvert ce dossier, donc d'où la proposition de Gérard Bart. Mais ça doit rester l'exception. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que face à un risque identifié, l'État mette les moyens, c'est sa responsabilité, mais pour cela, il faut que les expertises sur lesquelles il s'adosse soient garanties. Et on sait à quel point il y a des lobbies, il y a des conflits d'intérêts, il peut y avoir des problèmes de méthodologie, c'est au cœur de la question Serralini, mais il faut voir en face de Serralini quelles sont les autres études, est-ce qu'elles aussi respectent les méthodologies. On a besoin d'une haute autorité qui garantisse justement à la fois le sérieux des méthodologies et l'indépendance des études. Et après, l'État prend ses responsabilités. Il y a eu une action des lobbies, par exemple, pour repousser l'interdiction totale à juillet 2015 du bisphénol dans les contenants alimentaires. Moi, je pense que les industriels ont dit on ne peut pas y arriver et qu'à partir de là, un premier compromis avait été trouvé, puisque l'ANSES dit sans tarder, donc plus vite on va, mieux c'est. Maintenant, ils mentent, après, les industriels. Non, je crois que c'est sur le bisphénol que les industriels nous disent on ne peut pas changer une substance qui est partout présente en quelques semaines, ça semble assez logique. Nous, on avait trouvé, je pense, un compromis qui déjà donnait du temps au temps, ce qui veut dire qu'on impacte la santé d'un certain nombre de nourrissons. Donc il faut aller le plus vite possible. Il me semblait qu'on avait trouvé le plus vite possible. Je regrette qu'effectivement, un certain nombre d'industriels soient repassés derrière et convaincus une majorité du Sénat. À mon avis, on avait donné suffisamment de temps et on aurait pu même être plutôt critiqué sur le temps donné. D'autres vents contraires au Sénat aujourd'hui? Monsieur Dantec, oui, votre proposition, justement, pour cette haute autorité pour défendre les lanceurs d'alerte, a été repoussée par la Commission du développement durable. Oui, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que la proposition telle qu'on l'a faite, c'était de lancer un débat au Sénat avec le temps pour le débat, puisqu'évidemment, la proposition n'avait pas vocation d'être votée la semaine prochaine. Alors, contre qui êtes-vous en colère? Parce que ce sont les élus UMP et centristes qui ont fait barrage. Moi, je ne comprends pas que Chantal Jouanneau dise la semaine dernière, au moment de la conférence environnementale, je suis très déçu que la haute autorité sur l'expertise, pourtant consensuelle, ce sont ces mots, n'ait pas été évoquée. On la met sur la table 3 semaines après, l'UMP vote contre. Jean-Louis Borloo, au moment où Marie-Christine Blandin, qui est l'auteur de cette proposition de loi, l'a fait rentrer dans la loi Grenelle 1. Jean-Louis Borloo, alors ministre, dit à ce moment-là, puisque c'est en débat effectivement ici au Sénat, et dit « Je vous soutiens, vous avez trouvé la bonne proposition ». Jean-Louis Borloo, qui aujourd'hui, il me semble, si je suis l'actualité politique, le patron des centristes. Donc que le groupe UMP, que le groupe centriste ait voté contre des propositions qui sont des propositions qui doivent faire consensus dans la société pour une société plus apaisée. Je trouve ça très politicien et pas à la hauteur des enjeux. Merci Ronan Dantec d'être venu nous trouver ce soir et de terminer ainsi sur votre coup de gueule. C'est la fin de ce journal de 19h à 22h. Sonia Mabrouk pour le journal. Et je vous retrouve, moi, à 22h45, donc avec Preuve par 3 et notre invité ce soir est Jean-François Copé. Bonsoir et à demain.